Cet homme, Bobby Fischer, n'est pas seulement un champion du monde, il est une véritable légende des échecs. Le roi des échecs, la fierté des États-Unis et le seul à avoir défié les soviétiques, maîtres incontestés de ce jeu pendant des décennies. Pourtant, contre toute attente, le roi a soudainement renoncé à son trône, sans un mot d'adieu. Le monde pensait qu'il profiterait de sa gloire, qu'il s'affirmerait en champion incontesté. Mais au lieu de cela, Bobby Fischer est devenu un fugitif, recherché par la police, menacé de 10 ans de prison et condamné à des amendes se chiffrant en millions de dollars. Pourquoi Fischer, après avoir atteint le sommet de la gloire, a-t-il choisi l'exil volontaire? Comment, au fait de sa carrière, est-il devenu un homme traqué par la justice? Préparez-vous à plonger dans l'histoire fascinante et énigmatique de Bobby Fischer, un homme dont le génie et la chute continuent de hanter les esprits des passionnés d'échecs. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Bobby Fischer naît le 9 mars 1943 à Chicago, dans une famille modeste. Sa mère, Regina Wender Fischer, est une brillante intellectuelle juive d'origine polonaise, militante politique et médecin, et son père, Hans-Gerhard Fischer, est un scientifique allemand absent de sa vie. Dès son plus jeune âge, Fischer est seul. Il grandit à Brooklyn avec sa sœur Johanne et sa mère, mais la présence maternelle est souvent lointaine, absorbée par ses combats politiques et son travail. Regina aime son fils, mais ne parvient jamais à vraiment comprendre l'obsession grandissante de Bobby pour les échecs. C'est Johanne qui introduit Bobby aux échecs. À 6 ans, elle achète un jeu d'échecs pour divertir son petit frère. Mais pour Bobby, ce n'est pas un simple jeu, c'est une révélation. Très vite, le jeune garçon s'enferme dans sa passion, passant des heures à jouer seul ou à dévorer les livres d'échecs de la bibliothèque locale. Il étudie, analyse et mémorise des centaines de parties, développant une capacité d'analyse inégalée pour son âge. Sa mère, inquiète de son isolement croissant, consulte même des médecins, mais personne ne peut l'arracher à son échiquier. À 9 ans, Bobby rejoint le prestigieux Brooklyn Chess Club, où il affronte des adultes bien plus expérimentés. Il surprend rapidement les vétérans du club par sa capacité à anticiper plusieurs coupes à l'avance. Dès son jeune âge, Bobby ne joue pas seulement pour gagner. Pour lui, chaque partie est un champ de bataille. Il ne supporte pas les parties nulles. Il ne veut pas simplement vaincre, il veut écraser ses adversaires. Le nom de Bobby Fischer commence à faire du bruit dans le monde des échecs. En 1956, à seulement 13 ans, il entre dans la légende avec la célèbre partie du siècle, un match contre Donald Byrne, un des maîtres les plus respectés aux États-Unis. Ce qui surprit tout le monde dans cette partie, ce n'est pas simplement que Fischer ait gagné, mais la manière dont il l'a fait, en sacrifiant sa reine, il joua une série de coups qui laissèrent Byrne sans défense. Ce sacrifice de la reine, vu comme une erreur impardonnable dans n'importe quel autre contexte, marquait ici le signe du génie. Dès lors, Fischer est remarqué par les grands noms du monde des échecs. À 14 ans, il devient le plus jeune champion d'échecs des États-Unis. L'année suivante, à 15 ans, il devient le plus jeune grand maître de l'histoire des échecs. La montée fulgurante de Bobby Fischer semble inexorable. Partout où il va, il écrase ses adversaires, souvent avec un calme glaçant. Mais derrière cette façade de réussite, des fissures commencent à apparaître. Bobby Fischer est un génie, mais ce génie a un prix. Tandis que d'autres jeunes de son âge découvrent l'amitié, l'amour et la vie, Bobby s'enfonce de plus en plus dans sa quête obsessionnelle de la perfection. Il consacre chaque instant de sa vie à l'étude du jeu d'échecs. Il est autodidacte et perfectionniste, passant des heures à analyser des parties historiques, mémoriser des ouvertures et élaborer des stratégies complexes. Malgré son jeune âge, il refuse d'être sous-estimé. Ses exigences deviennent de plus en plus strictes lors des tournois. Il exige que le silence soit absolu, que les conditions de lumière soient parfaites, et il menace souvent de se retirer si les conditions ne lui conviennent pas. Son obsession pour le contrôle le pousse à imposer des exigences strictes à ses adversaires et aux organisateurs de tournois. Cette obsession, qui fait partie intégrante de son génie, commence aussi à l'isoler du monde extérieur. Sa relation avec la Fédération internationale des échecs devient également de plus en plus tendue. Il accuse souvent la fédération d'être corrompue ou de favoriser ses adversaires, en particulier les joueurs soviétiques. Fischer commence à développer une paranoïa croissante à l'égard du système des échecs. Le monde entier a les yeux rivés sur Reykjavik, en Islande, en cet été brûlant de 1972. Ce qui se prépare, ce n'est pas simplement une partie d'échecs, mais un affrontement titanesque entre deux superpuissances idéologiques. D'un côté, Bobby Fischer,
le prodige américain au tempérament imprévisible, représentant les États-Unis en pleine guerre froide. De l'autre, Boris Spassky, le champion du monde soviétique, couronné maître incontesté d'un empire qui règne sur les échecs depuis près de 25 ans. Tout semble prêt pour un duel historique qui pourrait redéfinir l'ordre mondial des échecs. Mais alors que la tension monte et que le monde retient son souffle, Fischer fait une annonce choquante. Il refuse de jouer. Pour Fischer, la récompense initiale de 125 000 $, une somme colossale à l'époque, équivalente à près d'1 million aujourd'hui, n'est tout simplement pas suffisante pour un match de cette envergure. Un tel défi, estime-t-il, mérite bien plus que cette somme, aussi prestigieuse soit-elle. Pendant ce temps, le monde entier attend avec impatience de voir s'il osera défier le géant soviétique. Le duel entre Fischer et Spassky est bien plus qu'un simple affrontement. C'est une guerre psychologique, un choc des idéologies, un combat entre l'individualisme farouche de Fischer et le collectivisme soviétique. L'annonce de Fischer plonge tout le monde dans l'incertitude. Les médias américains s'enflamment. Comment l'enfant terrible des échecs, ce génie solitaire, peut-il refuser une opportunité aussi cruciale ? Les Américains le pressent, l'encouragent, le poussent à représenter son pays face aux Soviétiques qui dominent les échecs. La pression monte encore d'un cran lorsque Jim Slater, un homme d'affaires britannique, entre dans la mêlée. Il met 125 000 $ supplémentaires sur la table, doublant ainsi la récompense à 250 000 $, l'équivalent de près de 2 millions de nos jours. Le monde des échecs, déjà en ébullition, explose sous l'ampleur de cet enjeu. Les attentes sont gigantesques. Fischer est vu comme l'arme secrète des Américains pour faire tomber le trône soviétique. Tout un pays se tient derrière lui, espérant qu'il soit celui qui mettra fin à des décennies de domination soviétique sur le monde des échecs. Et sous cette pression écrasante, Bobby Fischer accepte de jouer. Le jour tant attendu du match entre Spassky et Fischer est enfin arrivé. Le public, fébrile, afflue dans la salle de jeu, attendant avec impatience de voir s'affronter les deux plus grands maîtres des échecs de l'époque. L'atmosphère est électrique, la tension palpable. Spassky est déjà installé, impassible, prêt à en découdre. Mais à la grande surprise de tous, Bobby Fischer, l'enfant prodige des échecs, est introuvable. Les horloges tournent, les murmures s'élèvent. Où est Fischer ? Le match devait commencer à 17h, mais à l'heure convenue, son fauteuil reste désespérément vide. L'arbitre annonce que la première partie sera lancée, mais s'il ne se présente pas dans l'heure, Fischer perdra automatiquement ce premier duel, offrant ainsi à Spassky son premier point sans avoir déplacé un seul pion. Le public retient son souffle. Peut-il vraiment manquer à ce rendez-vous historique ? Peut-il laisser passer une chance unique de devenir champion du monde ? Soudain, dans un retournement de situation aussi surprenant qu'incompréhensible, Fischer apparaît enfin, son visage fermé, ses excuses prêtes. « Désolé », murmure-t-il à Spassky. « J'étais coincé dans un embouteillage. » Un silence de stupeur envahit la salle. Un embouteillage ? À cette heure de la journée ? Pour un événement aussi crucial ? Cela semblait ridicule. Comment un génie des échecs, obsédé par la précision et le contrôle, pouvait-il être retardé par quelque chose d'aussi banal ? Mais ce n'était qu'un des nombreux mystères qui entouraient Duff Fischer. Certains pensent qu'il aimait simplement jouer avec les nerfs de son adversaire, qu'il se délectait d'être au centre de l'attention mondiale, capable de faire monter la tension d'un simple retard. Ce comportement, aussi frustrant qu'étrange, ne faisait que renforcer sa légende. Mais ce n'était que le début. Alors que les pièces sont prêtes à bouger, une nouvelle perturbation surgit. Fischer, à peine assis, se lève brusquement et se dirige vers l'arbitre. Il exige des changements immédiats. L'éclairage est trop intense et les caméras présentes dans la salle doivent être retirées. C'est un choc. La Fédération internationale des échecs est catégorique. Retirer les caméras est impossible. Le monde entier regarde ce match. Des millions de spectateurs sont rivés à leurs écrans et des sommes colossales ont été investies pour diffuser cette rencontre. Fischer le sait, mais il persiste. S'il n'obtient pas gain de cause, il menace de se retirer. Le monde entier retient son souffle. Est-ce vraiment la fin avant même le début ? Fischer, l'homme qui a défié et bouleversé l'ordre établi des échecs, va-t-il tout abandonner à cause des caméras ? La tension monte, les négociations s'intensifient. Chaque seconde qui passe semble rapprocher le spectre de l'abandon. Mais la fédération est restée catégorique et Fischer a finalement cédé, permettant ainsi au match de commencer. La première partie du match est une véritable catastrophe pour Fischer. Dès les premiers coups, il commet une erreur impardonnable, une erreur inattendue qu'elle choque les experts du monde entier. Spassky, imperturbable, en profite et s'empare de la victoire. Pourtant,
ce n'est que le début de l'effondrement. Contre toute attente, Fischer, le génie des échecs, abandonne aussi la deuxième partie sans même livrer bataille. Un silence pesant tombe sur la salle. Tout semble perdu. L'espoir des millions de spectateurs qui rêvèrent de voir l'Américain détrôner le champion soviétique commence à disparaître. Mais Fischer n'est pas un joueur ordinaire. Juste après cette défaite humiliante, il fait une nouvelle demande qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Il exige que les prochaines parties se déroulent non plus dans la grande salle, sous les projecteurs et les caméras du monde entier, mais dans une petite pièce isolée, adjacente à la salle principale. Seule une caméra de surveillance y serait présente, permettant tout juste à la fédération de retransmettre le match sans pour autant envahir l'espace de jeu avec les moyens techniques qui le dérangent. Seule une caméra de surveillance y serait présente, permettant tout juste à la fédération de retransmettre le match sans pour autant envahir l'espace de jeu avec les moyens techniques qui le dérangent. La Fédération internationale des échecs se retrouve face à un dilemme. Accepter une telle requête serait une concession énorme, mais refuser signifierait peut-être la fin du match. Une décision capitale doit être prise. Toutefois, un détail crucial reste à clarifier pour que le changement ait lieu. Spassky doit lui-même donner son accord. Il est, après tout, le champion en titre et il a tout à fait le droit de refuser. S'il s'oppose à la demande de Fischer et que celui-ci refuse de continuer dans les conditions actuelles, alors Spassky sera déclaré vainqueur par forfait et pourra conserver son titre mondial sans même avoir à batailler davantage. Le suspense est à son comble. Fischer est-il prêt à tout abandonner pour obtenir ce qu'il veut? Le public est partagé, les spéculations vont bon train. Spassky, quant à lui, reste de marbre, mais au fond de lui, il sait qu'il tient entre ses mains l'issue de cette confrontation historique. Il pourrait se contenter de la victoire facile, préserver son titre sans autre coup d'éclat. Mais ce n'est pas ce que veut Spassky. Lui aussi a quelque chose à prouver, non seulement à Fischer, mais au monde entier qu'il est le champion incontestable. Dans un geste surprenant, Spassky accepte la proposition. Le duel se déplacera dans cette petite salle isolée. L'intensité du match monte d'un cran. Dans cet espace restreint, loin des regards et des caméras omniprésentes, une nouvelle bataille se prépare. C'est alors que Fischer, comme métamorphosé, revient pour la troisième partie avec une audace et une stratégie que personne n'avait anticipée. Il choisit une ouverture inédite, un coup si inhabituel qu'il déstabilise complètement Spassky. Le champion soviétique vacille. Partie après partie, Fischer prend peu à peu le contrôle du jeu. Chaque mouvement semble calculé avec une précision diabolique. Ses coups, d'une clarté mathématique, asphyxient Spassky, qui commence à douter. Le vent a tourné. Fischer ne laisse rien au hasard. Son génie éclate enfin, et il écrase mentalement et techniquement son adversaire. L'homme qui avait perdu les deux premières parties renaît de ses cendres. Ce n'est plus simplement une question de victoire, c'est une démonstration de force, une leçon d'échec qui s'imprime dans l'histoire. Finalement, après une série de victoires fulgurantes, Fischer remporte le titre tant convoité de champion du monde d'échecs. C'est une victoire historique. Avec elle, s'achève la longue domination soviétique sur le jeu d'échecs. Le monde entier assiste, stupéfait, à la naissance d'une légende. Mais malgré cette victoire légendaire, Fischer disparaît presque aussitôt, comme un roi qui abandonne son trône sans un mot d'adieu. Le monde s'attend à ce qu'il savoure sa gloire, qu'il parade en tant que champion incontesté. Mais au lieu de cela, Fischer s'enferme dans une forteresse de silence. Pas de conférences de presse, pas d'apparition publique triomphale, il refuse obstinément d'accorder des interviews, repoussant toute forme de reconnaissance. Ses fans, qui l'ont porté au rang de héros, se demandent pourquoi cet homme, qui a affronté et vaincu un empire à lui seul, fuit soudainement la lumière. À mesure que les jours, puis les mois passent, une question obsédante s'installe. Qu'arrive-t-il à Bobby Fischer? L'apogée de cette énigme survient en 1975, lorsque le monde des échecs retient son souffle. Fischer est censé défendre son titre face au jeune et brillant Anatoly Karpov, un prodige soviétique qui s'est préparé toute sa vie à cet affrontement. Mais alors que le duel s'annonce épique, Fischer pose des exigences qui semblent impossibles à satisfaire. Il demande des changements radicaux aux règles du jeu, exigeant des conditions que la Fédération internationale des échecs refuse d'accepter. Le monde entier attend un geste de Fischer, un signe qu'il sera là pour défendre son titre durement gagné. Mais, contre toute attente, il choisit l'abandon. Sans même poser un pion sur l'échiquier, Bobby Fischer renonce à son trône, refusant de jouer une seule partie contre Karpov. Ce geste frappe le monde des échecs comme une onde de choc. Comment un homme qui a gravé son nom dans l'histoire peut-il tout abandonner aussi brusquement? Les théories abondent.
Certains disent qu'il a peur de perdre, que le génie, sous le poids de la pression, s'est fissuré. D'autres parlent de complot, de manipulations en coulisses. Fischer reste silencieux, renforçant encore plus le mystère qui l'entoure. Le génie qui a défié l'Empire soviétique s'est exilé de son propre monde, laissant ses admirateurs et le monde entier avec un vide inexplicable. En 1992, 20 ans après sa victoire historique, qui l'a couronné champion du monde, Bobby Fischer et Boris Spassky décident de se retrouver à nouveau face à face pour un match de revanche. Cet événement est monumental. Il se déroule en Yougoslavie, un pays déchiré par les conflits, situé dans l'ancien bloc de l'Est, où l'écho de la guerre se mêle au bruit des pièces d'échecs sur l'échiquier. La récompense promise est colossale, 5 millions de dollars, un enjeu digne des plus grandes légendes. Le monde entier a les yeux rivés sur ce duel, mais une ombre plane sur le match. La Yougoslavie est en pleine guerre civile et sous embargo des Nations Unies. Les États-Unis, furieux, voient dans cet affrontement une violation de leurs sanctions. Bobby Fischer, désormais en marge de la société, reçoit une lettre du gouvernement américain. S'il ose participer à ce match, il sera considéré comme un criminel, accusé de trahison envers son pays. Les menaces sont claires, 10 ans de prison et une amende équivalente à la totalité de la récompense s'il remet les pieds sur le sol américain. Mais Fischer, toujours aussi rebelle, ne prête aucune attention à cet avertissement. Il déchire la lettre devant les caméras, symbolisant son mépris pour son propre pays, et décide de jouer le match contre Spassky. À ce moment, ce n'est plus seulement un jeu d'échecs, mais un acte de défiance, une bataille contre les institutions mêmes qui l'ont autrefois adulé. Le match se déroule en 20 parties intenses. Fischer, malgré les années d'absence, prouve une fois de plus son génie. Après une lutte acharnée, il s'impose et remporte la victoire, empochant les 5 millions de dollars. Mais cette victoire a un prix terrible. Les États-Unis le considèrent désormais comme un fugitif. S'il retourne chez lui, il sera immédiatement arrêté et condamné. 10 ans de prison et une amende équivalente au montant gagné l'attendent. Fischer est désormais un homme sans patrie, un exilé forcé à errer loin de la terre où il est né. Fuyant les autorités américaines, Fischer trouve refuge en Hongrie, où il vit plusieurs années aux côtés de sa compagne. Cependant, son exil ne s'arrête pas là. Sa quête de paix l'amène au Japon, où il se marie avec une joueuse d'échecs japonaise. Ensemble, ils vivent des années relativement paisibles, loin des projecteurs, dans l'anonymat. Mais en 2004, tout bascule à nouveau. Les autorités japonaises arrêtent de Fischer, affirmant qu'il est en situation irrégulière. Les États-Unis, qui n'ont jamais oublié leur traître, ont annulé son passeport, le rendant apatride, comme s'il n'était plus qu'un fantôme pour son propre pays. Cependant, en 2005, un pays qu'il avait autrefois vu triompher, lui tend la main. L'Islande, là où Fischer avait conquis le monde en 1972, lui propose l'asile et la nationalité. C'est une offre de rédemption, une seconde chance. Fischer accepte et s'installe dans ce pays nordique où il est accueilli en héros. Pour les Islandais, il n'est pas un fugitif, mais une légende vivante, un génie des échecs dont les exploits ont marqué l'histoire. Bobby Fischer vit ses dernières années en Islande, entouré de respect et d'admiration. Mais le temps, implacable, finit par rattraper le champion. En 2008, à l'âge de 64 ans, celui qui avait défié l'ordre mondial et les plus grands esprits du jeu d'échecs s'éteint, laissant derrière lui une légende marquée par le génie, la folie et la tragédie. C'est ainsi que se termine l'histoire mystérieuse de Bobby Fischer. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.